Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis découvrent avec stupeur l'ampleur des expérimentations nazies menées dans le but de manipuler l'esprit humain. Sur les sites de certains camps de concentration, des documents mettent en évidence des techniques d'hypnose forcée, d'administration de substances inconnues et de conditionnement comportemental extrême. Dans l'immédiate après-guerre, la priorité consiste à comprendre ces pratiques afin de ne jamais être distancé par une puissance étrangère dans la course à l'information. Les responsables américains, encore bouleversés par la découverte des atrocités du régime hitlérien, se convainquent qu'il est impératif de développer des méthodes de contre-interrogatoire à la fois innovantes et efficaces. Au même moment, la montée progressive de la guerre froide vient renforcer ce sentiment d'urgence. Les États-Unis s'inquiètent de rumeurs persistantes selon lesquelles l'Union soviétique détiendrait un savoir avancé dans le domaine du lavage de cerveau. Cette expression, fréquemment utilisée dans la presse américaine, alimente la peur collective d'une idéologie communiste capable de reprogrammer complètement un individu. Les responsables du renseignement américain craignent qu'un soldat capturé par l'ennemi puisse être retourné contre son propre pays. La perspective d'un tel scénario pousse l'appareil d'État à envisager des solutions extrêmes et des recherches à grande échelle. L'exemple concret de la guerre de Corée, qui débute en 1950 et se termine en 1953, illustre la profondeur de cette inquiétude. Sur le terrain, plusieurs soldats américains tombent aux mains des forces communistes et rentrent chez eux avec des témoignages troublants. Certains déclarent avoir subi des interrogatoires intensifs et être revenus avec des doutes quant à leurs propres convictions. D'autres paraissent convertis à la propagande adverse, ce qui accroît la stupeur du gouvernement américain. Dans ce climat, la doctrine officielle se forme autour de l'idée que les Soviétiques, voire les Chinois, possèdent des méthodes ultra perfectionnées de manipulation psychologique capables de transformer un individu. Cette atmosphère de suspicion généralisée pave la voie à la création de la Central Intelligence Agency, la CIA, en 1947, juste après la signature du National Security Act par le président Harry S. Truman. Dans ce nouveau paysage institutionnel, Allen Dulles joue un rôle déterminant. Il devient directeur de la CIA en 1953 et consolide la doctrine qui porte plus tard son nom. Selon cette doctrine, tout semble permis pour protéger la nation américaine, même si cela implique des opérations clandestines à grande échelle. Cette philosophie justifie l'idée que la fin, la sauvegarde de la sécurité nationale, peut excuser des moyens moralement discutables. Les responsables de la CIA s'inspirent alors de découvertes médicales récentes et de recherches psychiatriques prometteuses pour concevoir de nouveaux procédés d'interrogatoire et d'influence mentale. Dans leur viseur figurent notamment les techniques de suggestibilité hypnotique, la détection du mensonge par des méthodes chimico-psychologiques et l'usage de substances hallucinogènes pour altérer la perception des sujets. Le traumatisme lié aux avancées nazies sert d'avertissement. Il ne s'agit plus uniquement d'espionner, mais de comprendre comment un être humain peut être poussé à révéler ses secrets les plus intimes ou même à adopter des comportements contraires à ses intérêts. Les enjeux dépassent le simple cadre militaire. Parmi les initiatives lancées au début des années 50, on trouve deux projets cruciaux qui précèdent directement MKUltra, Bluebird et Artichoke. Bluebird, amorcé dès 1950, vise à explorer toutes les formes de techniques d'interrogatoire, y compris l'induction hypnotique et la déstabilisation psychologique. Les agents de la CIA testent alors des combinaisons de narcotiques, mettent en place des scénarios pour provoquer un sentiment d'impuissance chez les sujets et étudient les effets de l'isolement prolongé. En 1951, Artichoke prend le relais. Il s'agit d'un programme plus ambitieux qui inclut le recours à de nouvelles drogues capables de bloquer la volonté ou de susciter l'amnésie. Le principe sous-jacent à ces projets consiste à identifier des profils psychologiques vulnérables et à tester sur eux différents protocoles. Les volontaires, lorsqu'il y en a, ne reçoivent souvent qu'une information partielle, et bien des sujets ne savent même pas qu'ils participent à une expérience gouvernementale. Dans certains cas, des captifs ou des patients d'hôpitaux psychiatriques sont placés dans des situations extrêmes d'hypnose ou d'injection de cocktails chimiques. Les chercheurs espèrent ainsi déterminer le point de rupture mentale au-delà duquel le sujet perd toute résistance. Cette logique de recherche se fonde sur une vision utilitariste où la cause nationale justifie quasi tout. À ce stade,
Les moyens financiers pour soutenir ces projets se révèlent importants et font l'objet d'une dissimulation minutieuse. La CIA évite tout contrôle du Congrès en créant des entités écrans et en passant par des fondations privées censées financer des recherches anodines. Des laboratoires universitaires et des entreprises pharmaceutiques s'avèrent complices, parfois sans le savoir, en acceptant des subventions pour des programmes de recherche médicale ou de psychologie expérimentale. L'absence de supervision parlementaire ouvre la porte à toutes les dérives. Les opérations se multiplient dans une opacité presque totale, et seuls quelques hauts responsables de l'agence connaissent l'ampleur véritable des expérimentations. Dans ce tableau, le docteur Sidney Gottlieb occupe une place particulière. Chimiste de formation, il rejoint rapidement les rangs de la CIA et devient la figure centrale des recherches portant sur les substances psychotropes. Il est fasciné par la possibilité de manipuler la conscience humaine grâce à des drogues qui induisent des hallucinations ou effacent temporairement la mémoire. Gottlieb supervise alors une équipe diversifiée. Psychiatres, psychologues, biochimistes et hypnotiseurs collaborent pour mettre au point des protocoles inédits. À ses yeux, la meilleure voie pour paralyser un adversaire consiste à perturber son esprit en profondeur, sans laisser de preuves extérieures facilement détectables. Le LSD, dont les propriétés hallucinogènes sont découvertes en 1943 par le chimiste suisse Albert Hofmann, attire particulièrement l'attention de Gottlieb. Aux États-Unis, la substance est encore peu connue, mais Gottlieb y voit un moyen révolutionnaire de briser les défenses mentales d'un individu. Dans ce contexte, il multiplie les tests, d'abord sur du personnel militaire, puis sur des personnes non informées de la vraie nature du produit. Ces pratiques suscitent un vif intérêt de la part de certains officiers supérieurs de la CIA, qui pressent Gottlieb et son équipe de pousser plus loin leurs investigations à travers une série de projets secrets. En parallèle, la CIA s'inquiète toujours du fossé potentiellement creusé par l'Union soviétique dans cette course à la domination mentale. Les responsables de l'agence recueillent des rumeurs sur des laboratoires secrets en Sibérie ou sur des instituts de recherche spécialisés dans la psychologie militaire à Moscou. Bien que la véracité de telles informations reste incertaine, elles suffisent à alimenter la paranoïa au sein des cercles décisionnels américains. La culture de la clandestinité se nourrit de ces incertitudes. Mieux vaut effectuer des recherches à outrance pour anticiper toute menace future, même si les preuves tangibles font parfois défaut. Au fil des mois, l'obsession de ne pas prendre de retard face aux soviétiques devient un leitmotiv pour la CIA. Chaque découverte scientifique ou pseudo-scientifique est scrutée avec attention, qu'il s'agisse d'une nouvelle forme de thérapie électroconvulsive ou d'un sédatif plus puissant. Les budgets alloués à ces recherches augmentent considérablement et les directeurs successifs de l'agence insistent sur la discrétion absolue. Les rares conseillers juridiques au courant des opérations n'émettent que des réserves timides, car la priorité nationale prime sur les considérations éthiques. Cette dynamique renforce l'idée qu'une guerre secrète se déroule dans l'ombre, exigeant des mesures peu conventionnelles. Le contexte international alimente encore davantage ce climat de défiance mutuelle. En Europe de l'Est, des procès politiques montrent des accusés, confessant des crimes improbables, ce qui entretient l'idée que les soviétiques ont bel et bien trouvé un moyen de forcer la soumission mentale. Les diplomates américains à l'étranger rapportent des anecdotes sur des individus brusquement devenus dociles sous la pression de menaces voilées. Au sein du département d'État américain, certains estiment que les méthodes d'interrogatoire classiques sont obsolètes. Il est urgent de développer des armes psychologiques capables de briser toute résistance. Cette vision justifie des programmes secrets toujours plus audacieux. Les racines idéologiques de ces programmes trouvent un écho profond dans la société américaine de l'époque. L'après-guerre est marquée par un sentiment de vulnérabilité accrue, nourri par le souvenir des atrocités nazies et par la peur grandissante du bloc communiste. L'idée de prendre l'avantage sur l'ennemi à travers des moyens scientifiques et psychologiques semble alors légitime, voire nécessaire. Les journaux évoquent régulièrement la notion de subversion cachée, et Hollywood s'empare du thème dans des films évoquant des conspirations gouvernementales. Ainsi, les autorités fédérales estiment agir pour le bien du pays
même si les implications morales demeurent extrêmement complexes et controversées. À l'aube des années 1950, tout semble réuni pour le lancement d'un projet plus ambitieux. Exploiter systématiquement la chimie, la psychologie et la peur de l'ennemi. Les programmes Bluebird et Artichoke ouvrent la voie aux expérimentations plus radicales, tandis que Sidney Gottlieb incarne le zèle des nouvelles techniques de contrôle mental. Dans ce contexte de rivalités internationales, de paranoïa institutionnelle et de pouvoir sans véritable contre-pouvoir, l'avènement de MK Ultra devient inévitable. L'agence se prépare à franchir une étape cruciale dans l'histoire du renseignement américain. Nous sommes au cœur d'expérimentations menées dans le plus grand secret, et l'enjeu principal consiste à trouver la combinaison chimique ou la méthode psychologique qui permettrait d'influer sur la pensée d'un individu sans qu'il puisse s'en rendre compte. Les responsables du programme administrent d'importantes quantités de substances psychotropes, et la plus emblématique demeure le LSD, découvert quelques années plus tôt et rapidement perçu comme une arme psychique potentielle. Ils l'injectent ou le font ingérer à des volontaires mal informés, mais aussi à des personnes qui n'ont absolument pas connaissance de ce qu'on leur fait subir. Ils expérimentent alors avec des cocktails chimiques, mélangeant parfois le LSD à des barbituriques ou à des stimulants comme les amphétamines, dans l'espoir de provoquer des réactions plus intenses encore et d'observer si, à un certain stade, la personnalité du sujet peut être manipulée. Le but officiel reste de tester la résistance mentale ou de trouver une manière de modifier le comportement afin d'extraire des informations ou de programmer un individu. Mais les moyens déployés suivent rarement une éthique claire, car la plupart des essais se font sans consentement explicite et sans explication. Les expérimentateurs recourent également à la scopolamine, connue pour ses effets sur la mémoire et la confusion qu'elle peut créer, et ils n'hésitent pas à ajouter des sédatifs expérimentaux à la liste, toujours en quête de la formule idéale. Les essais se déroulent dans des hôpitaux psychiatriques, où des patients déjà vulnérables et souvent incapables de donner un accord éclairé deviennent des cibles faciles. Les prisonniers, pourtant déjà privés de liberté, sont eux aussi utilisés comme cobayes, parfois en échange de réductions de peine promises, mais pas toujours tenues. Certains étudiants ou citoyens ordinaires sont recrutés par le biais de fausses publicités ou de contrats de recherche dissimulés. Parfois, des membres du personnel gouvernemental subissent des tests à leur insu, sous prétexte de contrôles médicaux de routine. Tous ces sujets ne reçoivent aucune information précise sur la nature des produits administrés, ni sur les objectifs réels de l'étude, et se retrouvent souvent plongés dans des états de terreur, de psychose ou de confusion durable. Dans certains cas, la dose est administrée de façon répétée, jour après jour, ou même à intervalles imprévisibles, ce qui crée un climat d'angoisse et d'insécurité mentale. Les expérimentateurs tentent de déterminer la dose maximale tolérable sans conduire à la mort, tout en cherchant à déclencher des phénomènes de rupture psychique qui pourraient les renseigner sur la manière de briser les défenses mentales d'une personne. À ce stade, l'isolement sensoriel se révèle un outil précieux pour les chercheurs qui cherchent à affaiblir l'esprit. Ils maintiennent un individu dans une chambre sans lumière naturelle, privé de tout repère sonore, parfois forcé de porter des lunettes opaques ou un casque diffusant un bruit blanc constant. Les sessions s'étendent sur des jours, voire des semaines. Les sujets perdent peu à peu la notion du temps et les expérimentateurs observent la fragilité mentale qui s'installe, espérant que cet état de confusion pourrait permettre un reformatage de la pensée. Le bombardement sonore, alterné avec de longs moments de silence oppressant, vient renforcer cette approche, tout comme la projection de lumière vive, continue, dans des pièces exiguës dépourvues d'éléments de confort. On explore aussi la suggestion via l'hypnose profonde, dans l'idée de planter des instructions dans l'esprit du sujet à son insu, soit pour lui faire accepter des ordres, soit pour déclencher un comportement ultérieur lorsqu'il entend un mot-clé. L'un des objectifs centraux consiste à créer ce que les responsables qualifient de programmation totale, un état où l'individu est soit entièrement amnésique au réveil, soit capable de réaliser une tâche dictée par l'expérimentateur sans s'en souvenir par la suite. La manipulation du sommeil fait également partie de ces techniques de rupture psychique. On endort artificiellement le participant avec un sédatif puissant, on le réveille plusieurs fois par des stimuli douloureux ou des sons agressifs, puis on lui administre de nouveau des drogues pour le replonger dans l'obscurité de l'inconscience.
Cette alternance sans repère, entre sommeil forcé et réveil brutal, vise à effacer la structure mentale habituelle et à créer un état de vulnérabilité extrême dans lequel il est parfois plus aisé de semer des suggestions. Les expériences extrêmes visant à construire des agents programmables cherchent à déterminer s'il est possible de déclencher chez un individu des réponses conditionnées qui resteraient enfouies dans son esprit jusqu'à ce qu'un signal précis les fasse ressurgir. Des tentatives sont faites pour induire une amnésie totale, afin que la personne ignore tout de son entraînement. On teste aussi des méthodes pour fragmenter la personnalité en créant des alter-ego artificiels ou en cherchant à imposer différentes identités mentales selon différentes conditions déclenchantes. L'idée d'effacer la volonté d'un individu n'est plus un fantasme de science-fiction pour les responsables, mais un champ d'étude qu'ils abordent froidement. Ils documentent tout ce qu'ils observent, du rythme cardiaque jusqu'aux réactions violentes d'angoisse ou d'hallucination, parfois sans trop se soucier des blessures psychologiques irrémédiables. Les institutions partenaires sont diverses et souvent choisies pour la réputation de leurs chercheurs, qui ignorent parfois la véritable source de leur financement. Des universités comme McGill, au Canada, accueillent alors des projets financés par des fondations dont la mission semble purement philanthropique. Le docteur Ewen Cameron, un psychiatre renommé, dirige des travaux sur la déstructuration de la psyché humaine pour tenter de traiter certains troubles mentaux, mais ces recherches sont rapidement récupérées car elles offrent un terrain particulièrement adapté aux stratégies du programme. Dans ces laboratoires, on pratique l'isolement prolongé, le recours massif aux sédatifs et la répétition hypnotique de messages qu'on fait écouter à un patient des centaines de fois jusqu'à ce qu'il n'en saisisse plus vraiment le sens. Ces travaux, officiellement destinés à soigner, sont en réalité utilisés pour perfectionner des techniques de contrôle mental. Des hôpitaux acceptent aussi, en échange de généreux budgets, de mettre à disposition leurs patients comme cobayes, et des prisons fédérales signent des accords permettant d'appliquer des protocoles de test sur des détenus en échange d'un financement rarement contrôlé par les autorités supérieures. On dissimule ces pratiques derrière des intitulés de recherche anodins qui rassurent le grand public. Afin de couvrir le flux financier, le programme recourt à des sociétés écrans et à des fondations fictives, détournant ainsi les soupçons. Seuls quelques responsables, au plus haut niveau, savent vraiment qui se cache derrière les contrats. Très peu d'éléments filtrent hors du cercle restreint, et le Congrès américain n'a pratiquement aucun moyen de contrôler ce qui se passe. Les mesures de sécurité sont drastiques, les documents sont souvent classifiés, et la communication entre collaborateurs se fait parfois via des canaux détournés pour ne pas laisser de traces officielles. Le climat de secret se renforce lorsqu'apparaissent les dérapages internes. C'est le cas du décès de Frank Olson, un scientifique qui travaille sur des programmes liés aux armes biologiques et qui, selon les rapports officiels, se suicide en 1953. En réalité, il semble que l'homme ait ingéré du LSD à son insu lors d'une réunion, puis qu'il se soit retrouvé plongé dans une détresse psychologique extrême. Les circonstances exactes de sa chute mortelle, par la fenêtre d'un hôtel, restent troubles. Immédiatement, le réflexe consiste à dissimuler les tenants et aboutissants de cette affaire, de peur d'attirer l'attention sur les aspects les plus louches du programme. On raconte que même des membres influents au sein du gouvernement ignorent tout de l'expérience qui a pu pousser Olson au bord de la folie. Et c'est seulement en interne, autour d'un petit groupe, qu'on comprend l'ampleur du danger. Cette mort, très médiatisée plus tard, illustre la brutalité des recherches menées et leur manque total de garde-fous. L'autre scandale qui couve, c'est l'absence de documentation complète et transparente. Quand on redoute que des comités d'enquête ne commencent à s'interroger sur la moralité et la légalité de ces pratiques, on prend la décision de détruire une partie des preuves. Des documents officiels, conservés dans des locaux hautement sécurisés, sont passés à la broyeuse ou brûlés, laissant des archives incomplètes qui ne livrent qu'une image partielle de l'ampleur des expérimentations. Certaines sections du gouvernement, mal informées, ne se doutent pas que de telles opérations se déroulent sous leur nez et continuent de financer, sans le savoir, des programmes destinés non pas à la recherche médicale conventionnelle, mais à la mise au point de techniques d'interrogatoire basées sur la destruction psychologique. Dans ce contexte, on comprend que les expérimentations ne se limitent pas à un laboratoire unique, ni à un groupe isolé de scientifiques. Au fil des années, des cliniques psychiatriques réputées, des hôpitaux fédéraux
et même des centres de détention militaire deviennent des zones de test. Les responsables font signer aux médecins des accords de confidentialité stricts et l'on rétribue grassement tous ceux qui acceptent de collaborer. Pendant ce temps, les sujets, souvent démunis, ne trouvent aucun moyen d'échapper à des méthodes qui transforment leur vie. Certains ont des séquelles permanentes, sous forme de flashbacks psychotiques ou de perte de mémoire profonde. D'autres, surtout parmi les prisonniers, subissent de tels niveaux de stress et de confusion qu'ils finissent par abandonner toute résistance. On parle de dépersonnalisation, de dissolution de la conscience, sans que personne ne se soucie de fournir un suivi clinique adéquat. Les médecins ou chercheurs impliqués prétendent parfois qu'il s'agit d'expériences scientifiques visant à comprendre la nature de la psychose, alors que leur objectif réel est de découvrir des voies permettant d'éradiquer la résistance psychologique. Certains projets consistent aussi à associer la prise de LSD ou d'autres psychotropes avec des séances d'interrogatoire prolongées. L'hypothèse est que le sujet, sous l'influence de ces drogues, se trouverait déstabilisé et plus susceptible d'avouer des informations secrètes ou de révéler des données sensibles. Dans des salles qui ressemblent à des cellules, on confronte alors la personne à répétition, on joue sur l'épuisement physique et sur la distorsion sensorielle jusqu'à ce que la lucidité faiblisse. Les expérimentateurs notent les questions et les réponses, évaluent la précision de la mémoire sous psychotrope. Ils cherchent la faille, l'instant où le sujet n'a plus la capacité de résister ou de mentir, dans l'espoir que la vérité émergera. À certains moments, la frontière se brouille entre ce qui est un projet médical et un projet d'ingénierie humaine destiné à générer des comportements spécifiques. Les comptes rendus internes indiquent des techniques plus qu'inhabituelles, des casques d'électrodes destinés à perturber l'activité cérébrale, ou bien des séances de privation de nourriture pendant lesquelles on administre à l'improviste un hallucinogène qui peut plonger la victime dans des scénarios cauchemardesques. Les témoignages, quand ils émergent bien plus tard, décrivent un univers proche de la torture psychologique, où les cris, la détresse et la confusion sont observés comme autant de données dans un bloc-notes. Les enjeux, selon les responsables, justifient ces dérives, car ils s'imaginent en première ligne de la compétition avec des puissances étrangères. Pourtant, les retombées à court terme sont parfois incontrôlables, si bien que certaines cibles d'expérimentation développent des troubles mentaux irréversibles. Les dépendances, la paranoïa, les idées suicidaires et l'angoisse chronique se multiplient, créant des drames humains dont personne ne veut assumer la responsabilité. Les rares voix s'élevant pour demander des comptes sont écartées ou neutralisées. Des carrières sont brisées et un silence de plomb entoure les opérations. Il arrive même que certaines équipes à l'intérieur du programme ne soient pas au courant des expérimentations conduites par d'autres branches, tant le cloisonnement est grand et la méfiance généralisée. Le manque de supervision formelle du Congrès américain alimente ce secret, et la plupart des représentants politiques ignorent tout de la nature réelle de ces programmes. Dans la chaîne de commandement, seuls quelques officiers, ainsi que le directeur, possèdent une vision d'ensemble et donnent leur aval pour des recherches de plus en plus extrêmes. La paranoïa interne atteint parfois ceux qui travaillent sur les projets. On se demande constamment qui est susceptible de parler, de lancer l'alerte. Ceux qui expriment des scrupules sont étiquetés comme faibles ou peu fiables. On leur rappelle l'importance cruciale de la sécurité nationale et on agite le spectre d'opérations supposées tout aussi terrifiantes menées par des puissances rivales. Avec le temps, la logique de course aux armements psychologiques justifie presque tout, et les scientifiques se considèrent comme des pionniers de la défense, prêts à franchir des lignes morales au nom de l'intérêt supérieur. Pourtant, l'échec relatif de nombreuses expériences, les instabilités mentales créées chez les sujets et la difficulté à reproduire des comportements programmés de façon fiable finissent par semer le doute chez certains cadres. On se rend compte qu'il n'est pas si simple de casser la psyché d'un être humain pour la reconstruire à volonté. De surcroît, les décès ou les suicides inattendus, comme celui de Frank Olson, commencent à inquiéter même les plus fervents partisans du projet, car ils laissent planer un risque de scandale public si jamais l'information s'ébruite. C'est dans ce climat, toujours plus tendu, que les ordres de dissimulation se multiplient. Les chercheurs sont sommés de réduire la traçabilité de leurs expériences, de dissimuler ou de détruire les échantillons et les enregistrements,
est de toujours nier l'existence d'un programme centralisé. Les entreprises écrans, créées pour financer ces travaux, s'efforcent de brouiller les pistes dans la comptabilité, et les rares plaintes de victimes sont rendues caduques par le manque d'éléments tangibles, puisque la plupart des preuves disparaissent. À mesure que les années passent, les pratiques clandestines continuent, bien que les résultats concrets ne soient pas toujours à la hauteur des ambitions initiales. Les responsables pensent cependant avoir acquis un savoir-faire unique en matière de manipulation mentale, même s'il reste empreint d'incertitude. Les expériences sur la mémoire et sur la confusion mentale deviennent la priorité, car on voit dans l'amnésie un moyen de créer des agents ou des informateurs qui ne pourraient même pas divulguer ce qu'ils ont fait ou appris. Les hôpitaux psychiatriques associés, y compris au Canada, examinent avec attention la manière dont on peut effacer le souvenir d'un traumatisme ou d'une information gênante, parfois en soumettant le patient à des centaines d'heures de messages répétés durant son sommeil. L'idée est de rebâtir la personnalité, mais la frontière avec la création de personnes dissociées demeure ténue. Les dommages sur la santé mentale de ces cobayes involontaires deviennent un effet secondaire que peu de gens cherchent à documenter. Dans la pratique, beaucoup de sujets repartent brisés, incapables de reprendre une vie normale, ou sombres dans l'oubli, écœurés, sans moyen de prouver ce qu'ils ont enduré. Les séries de méthodes ou de protocoles restent pour la plupart hautement confidentielles. Les séances d'hypnose, par exemple, font l'objet de rapports qui circulent en interne, détaillant minutieusement les mots-clés utilisés pour instaurer un état de suggestibilité extrême. Les expérimentateurs notent la facilité ou non à implanter un faux souvenir ou à créer un blocage qui empêche la victime de dire ce qu'elle vient de vivre. Parfois, on associe ces techniques à l'ingestion de LSD, de psychotropes ou à l'isolement sensoriel, afin de remanier le mental du patient comme un matériau malléable. Cette quête d'un contrôle absolu se justifie par l'obsession d'obtenir un avantage décisif en temps de guerre ou de conflit idéologique. Les rumeurs persistent sur les scénarios envisagés. Un agent qui pourrait infiltrer un gouvernement étranger, commettre un acte clandestin et oublier aussitôt ses ordres, ou des prisonniers de guerre qu'on rendrait totalement dociles durant un interrogatoire. Au fil des années, des journalistes commencent à suspecter quelque chose, mais ils peinent à obtenir des preuves fermes. Les administrateurs du programme surveillent étroitement leur entourage et, si un enquêteur approche trop près de la vérité, on diligente une équipe pour brouiller les pistes et discréditer la source. Les victimes, elles, sont rarement écoutées, car leurs témoignages semblent trop délirants pour être crus, et il leur manque des supports tangibles pour étayer leurs récits. Les rares documents qui circulent évoquent un certain nombre de décès non élucidés et de malades mentaux en net surcroît. Les enquêtes qui tentent de relier ces éléments butent sur un mur de silence administratif ou sur des réponses laconiques invoquant la sécurité nationale. De surcroît, le personnel lui-même ignore parfois la globalité du projet. Chaque chercheur reçoit un fragment de la tâche, centré sur la chimie, la psychiatrie, l'hypnose ou la mise au point d'appareils sensoriels. Seul un petit noyau de dirigeants a accès à la synthèse globale et pilote la coordination de toutes ces méthodes, dans l'espoir d'atteindre la maîtrise totale du comportement humain. Certains laboratoires sous-traités se trouvent même à l'étranger, et les chercheurs là-bas ne savent pas toujours qu'ils contribuent à un programme de manipulation mentale. On leur commande telle ou telle expérience, on leur fournit un financement généreux, et on leur affirme que les résultats serviront à améliorer la connaissance de l'esprit humain ou à perfectionner des traitements psychiatriques. Pendant ce temps, les vrais objectifs demeurent masqués. Ainsi, progresse ce vaste ensemble d'expériences clandestines, ponctuées de drames comme celui de Frank Olson, qui laisse quelques traces dans la mémoire collective. Le programme s'alimente de cette logique de rivalité internationale, et il s'inspire de travaux précoces qui ont déjà montré un intérêt pour l'hypnose ou la privation sensorielle. Mais il s'enfonce de plus en plus dans des pratiques que l'on peut difficilement justifier moralement. Les responsables mentionnent souvent la question de la protection nationale, et personne n'ose challenger frontalement cette raison d'État. Alors, au fond des couloirs des hôpitaux et dans les sous-sols des instituts, on continue de tester, on note, on évalue, on tente de réduire un être humain à une machine dont on peut reprogrammer les rouages. Pourtant,
La crainte de tout voir un jour exposé pousse les responsables à multiplier les destructions de documents. Les archives officielles se vident d'informations compromettantes, tandis que certaines notes confidentielles et carnets personnels disparaissent dans la foulée. On craint que, si un scandale éclatait, il révèle non seulement la portée illégale de ces recherches, mais aussi la souffrance infligée à des centaines, voire des milliers de personnes à travers tout le pays et même à l'étranger. Malgré le caractère sombre de ces pratiques, elles continuent de s'étendre jusqu'à ce que le contexte politique commence à changer et qu'apparaissent peu à peu des fuites sans que l'on sache d'où elles proviennent. Les renseignements sur les expérimentations de LSD, sur l'implication de cliniques psychiatriques et sur un système de financement clandestin suscitent alors la curiosité de certains observateurs et la méfiance d'éventuels lanceurs d'alerte. Mais dans le moment présent, tout reste principalement dans l'ombre, car les acteurs de ce projet investissent encore leurs ressources pour peaufiner les techniques de rupture psychique et de programmation mentale, persuadés de servir la nation. Ils utilisent chaque découverte, chaque épisode tragique, pour peaufiner et affiner les protocoles, bien décidés à explorer les frontières de la conscience, quitte à la fracturer, et sans vraiment considérer les conséquences humaines de cette escalade dissimulée. À peine quelques mois plus tard, le scandale dit du Watergate éclate en juin 1972, lorsqu'une équipe entrée par effraction dans les bureaux du Parti démocrate à l'hôtel Watergate se fait appréhender. Très vite, la presse et la justice remontent la chaîne de responsabilité jusqu'à la Maison-Blanche, révélant des pratiques illégales de surveillance et de sabotage politique. Les conséquences de cette affaire sont immenses. En août 1974, le président Richard Nixon finit par démissionner pour éviter une probable destitution. Dans ce nouveau climat politique, les médias, le Congrès et l'opinion publique se montrent de plus en plus méfiants envers les agences fédérales, en particulier celles qui ont un pouvoir secret comme la CIA ou le FBI. La soif de transparence s'intensifie, et plusieurs sénateurs se mettent en tête d'élargir les enquêtes pour vérifier si, au-delà du Watergate, l'agence n'a pas commis d'autres abus. L'ambiance est donc favorable à l'exploration de tous les dossiers classés secret défense, et cet élan alimente un mouvement général en faveur du contrôle parlementaire. Les journalistes, encouragés par l'exemple des reporters du Washington Post, qui ont porté l'affaire du Watergate à la connaissance du public, vont multiplier les investigations. Après des années de discrétion et de pouvoir quasi illimité, la CIA commence à sentir la pression croître de manière inédite. En 1975, le président Gerald Ford, fraîchement en place depuis la démission de Nixon, crée la commission Rockefeller afin d'examiner les éventuelles illégalités commises par la CIA sur le sol américain. Nelson Rockefeller, gouverneur de New York et vice-président des États-Unis, est placé à la tête de cette instance. Dans le cadre de ses travaux, la commission sollicite des témoignages d'anciens responsables et d'ex-agents de l'agence. L'objectif annoncé est de garantir au peuple américain que ses libertés fondamentales n'ont pas été violées par l'organe même qui est censé protéger la sécurité nationale. Même si la commission Rockefeller se montre relativement prudente et évite de creuser trop profondément certains aspects classés top secret, elle publie néanmoins des conclusions qui laissent entrevoir l'existence de recherches aux limites de la légalité. Des revenants politiques d'anciennes administrations, des médecins contractés par l'État et quelques bénéficiaires de financements occultes apparaissent alors dans les auditions. Des incohérences budgétaires pointent sur des projets au nom de codes mystérieux, et certains échanges internes de la CIA, rendus publics, révèlent le sérieux des tentatives visant à manipuler la psyché humaine. Pourtant, de nombreuses pièces manquent pour dresser un portrait complet, car la destruction des archives a déjà fait son œuvre. Les responsables de la commission Rockefeller devinent que quelque chose d'important est caché, mais ils ne disposent pas de la preuve formelle pour exposer toute l'ampleur d'un programme que l'on commence à surnommer officieusement MK-Ultra. Simultanément, au Sénat, la fameuse commission Church est créée sous l'impulsion du sénateur Frank Church, un homme politique de l'Idaho connu pour ses positions critiques sur les dérives du renseignement. La commission Church a pour vocation de réaliser une enquête plus approfondie encore sur l'ensemble des activités contestables de la CIA et du FBI, allant des assassinats politiques à la surveillance illégale d'opposants internes. Par rapport à la commission Rockefeller, la commission Church bénéficie d'un mandat plus étendu et d'un soutien populaire plus marqué,
car l'exaspération envers les violations de la Constitution reste vive. Très vite, des témoignages commencent à affluer. Certains ex-agents, minés par la culpabilité ou animés par un désir de vengeance, acceptent de vider leur sac. Des scientifiques ayant participé à des expérimentations en sont à leur tour à révéler des bribes de ce qu'ils ont fait, souvent en invoquant l'ignorance initiale de la finalité réelle des projets. La commission Church déterre aussi des rapports budgétaires étonnants et récupère certains documents échappés à la destruction, révélant des versements suspects à des universités et à des hôpitaux. Rapidement, on comprend que ces fonds soutiennent des recherches psychotropes peu conventionnelles et que la CIA a cherché à impliquer des établissements réputés sans toujours les informer pleinement de la nature des travaux. Mais seule une fraction des archives subsiste et l'on peine à avoir des descriptions concrètes de chaque étape menée dans les laboratoires secrets. Néanmoins, les sénateurs découvrent assez de détails pour confirmer qu'un programme de manipulation mentale a bien existé et qu'il a impliqué des personnes non consentantes. En 1977, à la faveur d'une demande du Freedom of Information Act, FOAA, plusieurs boîtes de documents sont rendues publiques par la CIA, documents qui avaient été mal archivés ou oubliés lors de la purge ordonnée par Helms en 1973. Ces dossiers, partiels et fragmentaires, corroborent une partie des soupçons de la commission Church. Ils révèlent des mémorandums internes discutant du potentiel de drogues hallucinogènes pour briser les défenses psychologiques de sujets lors d'interrogatoires. D'autres notes évoquent des expériences menées en prison, sur des patients d'hôpitaux psychiatriques et même sur des étudiants qui ignoraient participer à des recherches financées par l'agence. La presse se saisit de cette opportunité pour publier des articles plus précis, citant des numéros de dossiers et des noms de codes spécifiques. Le scandale devient dès lors un sujet d'intérêt national et suscite une incompréhension profonde dans la population. Comment est-il possible qu'une agence gouvernementale ait testé des substances potentiellement dangereuses sur ses propres citoyens sans leur consentement et en violation de toute considération éthique? Les témoignages de victimes commencent à circuler et de nombreuses poursuites civiles sont lancées, réclamant de réparation pour préjudice moral et physique. En parallèle, l'opinion internationale découvre également ces informations, car la presse étrangère relaie largement les révélations. Dans plusieurs pays, des journalistes s'interrogent sur l'ampleur d'expériences similaires, parfois menées ailleurs dans le cadre de partenariats secrets ou d'échanges d'expertise en matière de contre-espionnage. Cette brusque transparence forcée fait vaciller l'image de la CIA et, par extension, celle du gouvernement américain. Le Sénat publie alors son rapport qui confirme l'existence d'un projet classifié s'appuyant sur des méthodes d'expérimentation illicites. Les membres de la commission Church y décrivent une violation massive des droits humains, des techniques de manipulation mentale et une culture du secret qui a rendu les abus possibles. Le rapport s'indigne particulièrement de l'instrumentalisation de patients vulnérables. On y lit des passages où des individus plongés dans un coma artificiel se voyaient administrer des produits chimiques hautement addictifs ou hallucinogènes afin d'étudier la déstructuration de leurs capacités cognitives. Les sénateurs insistent sur la nécessité de renforcer la supervision parlementaire, d'adopter des lois contraignantes sur les expériences médicales et de créer de nouvelles règles éthiques pour les agences de renseignement. Ils s'alarment aussi de l'absence de garde-fous légaux. La pression s'accentue pour que le gouvernement assume sa part de responsabilité et instaure des réformes profondes. Les comités d'éthique scientifique montent au créneau pour exiger davantage de transparence dans tout projet faisant intervenir des cobayes humains. Face à l'ampleur du tollé, le gouvernement américain ne peut plus se contenter de nier. Des responsables politiques admettent officiellement l'existence du programme MKUltra. Le directeur de la CIA en fonction à cette époque, Stansfield Turner, témoigne devant une commission parlementaire en 1977 et reconnaît que l'agence a mené des expériences qui, aujourd'hui, seraient jugées contraires aux réglementations éthiques. Il décrit vaguement les grandes lignes, admet qu'une partie des rapports a bel et bien été détruite et s'engage à coopérer avec le Congrès pour éviter que de tels dérapages ne se reproduisent. Pourtant, ce mea culpa reste partiel, dans la mesure où de nombreux détails restent flous et aucune responsabilité directe n'est véritablement assumée par les protagonistes de l'époque. Les excuses gouvernementales
bien qu'historiquement marquantes, ne donnent pas lieu à des poursuites pénales significatives. Les quelques protagonistes identifiés comme principaux instigateurs du projet ne font jamais face à la justice pour abus de pouvoir ou violation des droits humains. Certains ont déjà pris leur retraite, d'autres sont décédés ou introuvables, et la volonté politique de les poursuivre n'existe pas vraiment, tant l'État craint de révéler plus encore ses méthodes secrètes. Les familles de victimes se sentent souvent lésées, car elles estiment que l'État se contente d'un simple aveu sans réparer réellement le préjudice causé. Dans la foulée, quelques familles et anciens cobayes intentent des actions en justice, mais les procédures restent complexes et se heurtent aux milliers d'obstacles du droit américain, en particulier du fait que nombre de preuves ont disparu. Beaucoup de plaignants ne peuvent plus démontrer le lien de cause à effet entre leurs souffrances psychologiques ou physiques et les expériences subies, car la documentation a été soigneusement détruite. Les tribunaux, d'abord réticents à valider ces plaintes, finissent par statuer sur certaines affaires, octroyant parfois des compensations financières dérisoires sans équivalence avec la gravité des torts subis. Cette forme de réparation partielle n'efface pas l'impression d'impunité générale. Pour certains citoyens, ces procès tardifs, parfois entachés de vices de procédure, sont l'ultime preuve de la difficulté de faire régner la justice quand les organismes d'État peuvent invoquer le secret ou la sécurité nationale pour se protéger de poursuites. Au final, personne ne se retrouve réellement condamné pour avoir organisé ou supervisé des programmes aussi extrêmes. L'épisode renforce donc, dans l'esprit du public, l'idée que la CIA, même si elle n'est pas omnipotente, est capable d'enfreindre clairement les règles démocratiques sans en subir les conséquences pénales habituelles. À l'international, ces révélations suscitent aussi un élan de défiance généralisée envers les renseignements américains. Certains gouvernements se demandent jusqu'où les États-Unis ont pu aller, notamment au cours de la guerre froide, pour maintenir un avantage psychologique ou technologique. Des hypothèses plus ou moins vérifiées circulent. Aurait-on mené des expérimentations semblables dans d'autres pays alliés, profitant d'accords de défense ou échangeant des données clandestinement? Les rares documents partiellement déclassifiés ne permettent pas de conclure avec certitude, mais de nombreux doutes planent, nourrissant des thèses de surveillance internationale ou de collusion secrète entre services. Dans les décennies qui suivent, la réputation de la CIA reste entachée par ces révélations, et les médias font régulièrement référence à cette affaire lorsque s'élèvent de nouvelles accusations de torture ou de méthodes brutales, comme ce fut le cas après le 11 septembre 2001. L'affaire MKUltra devient un exemple récurrent de la nécessité de surveiller les agences de renseignement, d'imposer des comptes à rendre et de questionner systématiquement la justification de la sécurité nationale face aux droits fondamentaux de la personne. Aujourd'hui, l'héritage du scandale se manifeste aussi dans la culture populaire. Documentaires, films, romans et séries télévisées y font référence pour illustrer la dérive potentielle des institutions lorsque le secret l'emporte sur la transparence. Le public international, souvent fasciné par les histoires d'espionnage, découvre progressivement l'histoire de MKUltra et se demande quelles limites ont été franchies, quelles découvertes ont été cachées ou exploitées ailleurs. Sur le plan académique, les révélations ont incité des chercheurs en éthique scientifique, en psychologie et en droit international à se pencher sur l'importance absolue du consentement éclairé dans toute recherche. Les comités d'examen institutionnels, chargés de veiller à ce que les protocoles expérimentaux respectent la dignité humaine, se sont inspirés des conclusions de la commission Church et des rapports sénatoriaux pour élaborer les règles éthiques aujourd'hui intransigeantes. Les grandes universités américaines, ébranlées à l'époque par la découverte qu'elles avaient parfois été de mèche, sont désormais plus vigilantes quand il s'agit d'accepter des contrats gouvernementaux. Dans les congrès internationaux de médecine ou de psychiatrie, le spectre du programme secret américain plane toujours. La leçon de la collusion possible entre recherche scientifique et agenda politique reste gravée dans les mémoires. Il existe cependant un sentiment persistant d'inachevé. De nombreux historiens et chercheurs en sciences sociales soupçonnent que l'ensemble des faits n'a pas encore été établi, que tout n'a pas été révélé malgré les enquêtes officielles. Le manque de documents originaux,
L'ampleur de la destruction d'archives et le silence prolongé de certains acteurs clés laissent supposer qu'une part significative de la vérité demeure enfouie dans les récits oraux ou se trouve dissimulée dans des recoins d'archives non indexés. L'absence de poursuite pénale, perçue par beaucoup comme un déni de justice, nourrit l'idée que de telles pratiques pourraient potentiellement réapparaître sous d'autres formes si un climat de peur ou de guerre asymétrique serait installé. De nos jours, on évoque régulièrement l'affaire MKUltra comme un avertissement sur la tentation pour un État de s'autoriser des expérimentations extrêmes au nom de la sécurité nationale sans contrôle institutionnel adéquat. Les débats sur la légitimité de certaines techniques d'interrogatoire, sur l'usage de la torture psychologique ou sur l'emprisonnement sans procès se retrouvent ainsi teintés de ce souvenir. Les voix critiques rappellent que la transparence et la responsabilité ne sont pas garanties par défaut et exigent une vigilance constante.